bonjour à tous. Moi aujourd'hui je vais vous présenter des projets qui sont assez actuels dans l'espace lyonnais. Pour ces différents projets, on s'est intéressé à la dyslexie à l'université. Pourquoi s'intéresser à la dyslexie chez le jeune adulte? En 2000, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un plan d'action suite au rapport Ringard. Et ce rapport Ringard signalait une prévalence importante de la dyslexie dans la population française et 6 à 8% de la population serait concernée. Depuis ce plan d'action, les élèves, les enfants sont mieux dépistés, accompagnés et pris en charge. Ces enfants arrivent donc plus facilement dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui, les missions handicap voient, comme l'a dit Eddy tout à l'heure, voient le pourcentage d'étudiants présentant des troubles des apprentissages augmenter. Arrivés dans l'enseignement supérieur, la majorité des aides disparaît, comme si les troubles disparaissaient eux-mêmes, mais il n'en est rien. Comme l'a dit Eddy, on est avec la dyslexie et on la garde. Les difficultés persistent dans l'enseignement supérieur. Donc c'est un véritable paradoxe parce que finalement, les étudiants dyslexiques arrivent dans l'enseignement supérieur, ce qui implique de nouvelles problématiques d'apprentissage, mais il est vrai qu'à cette étape de leur formation, ils sont beaucoup moins entourés et peu d'aides leur sont proposées. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des adultes dyslexiques? Il n'y a pas une très grosse littérature, mais on peut quand même trouver des choses et on peut trouver des enquêtes qui sont publiées et notamment on voit que les étudiants dyslexiques se plaignent par exemple d'avoir une lecture trop lente. Ils se plaignent également de difficultés de compréhension à l'écrit. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un déficit de compréhension ou est-ce que c'est le fait d'avoir des difficultés à décoder le message écrit qui implique un problème de compréhension? Il parle aussi de difficultés de concentration, d'organisation du travail, d'emploi du temps. Et les interprétations restent toujours un peu difficiles les interprétations de ces plaintes restent toujours un peu difficiles parce que il peut avoir aussi des troubles associés et aussi les étudiants, les personnes dyslexiques peuvent aussi avoir un degré d'anxiété assez important. Mais néanmoins, toutes ces études montrent aussi que les personnes dyslexiques sont très lucides quant à leurs troubles et on l'a vu lors de la petite vidéo, ils savent très bien expliquer leurs troubles et leurs difficultés. Donc, c'est dans ce contexte que, en 2013, la mission handicap de l'Université de Lyon nous a contactés pour nous demander si on pouvait les aider à mieux comprendre et à mieux connaître ces étudiants dyslexiques afin de mieux les aider, afin de mieux les accompagner dans l'enseignement supérieur. Donc, ça, ce sont des chiffres de 2013-2014 de la mission handicap de l'Université de Lyon. On voit que à l'Université de Lyon, 1141 étudiants étaient en situation de handicap dans 18 établissements. Et on voit que la plupart des individus étaient inscrits à l'université. Parmi ces 1141 étudiants en situation de handicap, 423 étudiants présentaient des troubles du langage et pour la plupart, il s'agissait de dyslexie et dysorthographie associées. Et la plupart étaient inscrits plutôt dans des universités que dans des écoles. Donc, à partir de là, on a réfléchi en équipe et des projets ont vu le jour. Donc, le premier projet, c'est le projet Étudis, accueil, intégration et accompagnement des étudiants dyslexiques à l'université. L'idée était de faire une enquête assez globale sur la vie à l'université, sur les difficultés des étudiants à l'université. Ensuite, de compléter ce questionnaire avec un bilan neuropsychologique et orthophonique, puis de commencer à mettre en place une étude pilote sur la production textuelle à l'écrit et à l'oral. Par la suite, il y a eu le projet Desirable, ce projet s'est focalisé sur deux principales difficultés qui étaient mentionnées par les étudiants dyslexiques lors du projet Étudis. C'était la production textuelle, notamment à l'écrit, et l'apprentissage de l'anglais.
Par la suite, de nouveaux financements pour le projet FlexiDis, qui là se focalise essentiellement sur la passation psycholinguistique qui a été débutée lors du projet Etudis et Desirable, c'est-à-dire la production textuelle à l'écrit et à l'oral. Puis nous avons également eu des financements pour un MOOC, la création d'un MOOC. Étudiant dyslexique dans mon amphi, comprendre et aider, qui est actuellement sur la plateforme Fun et qui a aujourd'hui environ 6100 inscrits. Donc, on voit que c'est une question qui est actuelle. Voilà. Et donc, ce sont des projets qui se veulent pluridisciplinaires autour d'une même thématique, la dyslexie à l'université. Donc, nous avons des membres issus de la recherche, avec notamment Nathalie Bedoin qui est présente ce soir, qui a beaucoup participé à ces projets, notamment pour, on verra plus tard, pour le bilan et pour l'anglais. Nous avons également des orthophonistes et des neuropsychologues. Nous travaillons également avec les missions handicap de l'Université de Lyon. Et puis, nous essayons d'entretenir des relations avec les associations et notamment Distinguons-nous. Donc, ces projets permettent donc d'enrichir un domaine de recherche encore pas assez développé et de mener des réflexions sur d'éventuels conseils et aides. Nous souhaitons aussi et ainsi favoriser la mise en place d'aménagements adaptés et réaliser des campagnes de sensibilisation dans le monde universitaire et prendre également en charge des formations. Bon, pour information, il y a la liste des financeurs sur la slide. Donc, pour le projet Etudis et pour le projet Desirable, on partait d'une enquête. Donc, il y avait une enquête avec diverses questions qui nous permettaient de collecter les ressentis des étudiants dyslexiques et non dyslexiques sur leur vie à l'universitaire, sur comment ça se passait en cours. Enfin, on avait des questions bien précises. Et à côté des questionnaires, on mettait en place des expérimentations. Ça nous permettait d'avoir des données objectives, notamment, j'en parlerai tout à l'heure, avec le bilan ou la passation psycholinguistique. Et tout ceci avait pour but de pouvoir voir quelles étaient les difficultés spécifiques aux étudiants dyslexiques. Parce qu'il y a des difficultés qui peuvent être ressenties par tous les étudiants, mais d'autres qui peuvent être ressenties tout particulièrement par les étudiants dyslexiques. Et ce, dans le but de pouvoir proposer des conseils, des aides et notamment de s'investir dans des démarches de sensibilisation et formation. Pour le projet Etudis, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est parti d'une enquête. Donc on a eu à peu près 1500 réponses d'étudiants à l'Université de Lyon, dont environ 120 étudiants dyslexiques. À partir de là, on a sélectionné 97 étudiants dyslexiques et 97 étudiants contrôle à parier en âge, en genre et en niveau scolaire. Ceci nous a permis de pouvoir voir pour chaque question si les réponses étaient spécifiques aux étudiants dyslexiques ou si finalement c'était une réponse commune à la plupart des étudiants. Pour le projet Etudis, nous avons mis Raphaël Abadi, la neuropsychologue, psychologue du projet, et Nathalie Bedoin, enseignant-chercheur en psychologie à Lyon 2, ont mis en place un bilan neuropsychologique et orthophonique, une mallette de tests adaptée aux jeunes adultes, et elles ont fait des passations pour 34 individus dyslexiques et pareil avec un groupe d'étudiants contrôle à parier en âge, en genre et en niveau scolaire. Et puis, le projet Etudis a été le démarrage de la passation psycholinguistique. Donc, on a commencé à collecter des données sur la production textuelle à l'oral et à l'écrit des étudiants dyslexiques et d'étudiants contrôle. Pour le projet Desirable, on est parti également d'une enquête, mais là, les questions étaient plus portées sur l'apprentissage de l'anglais et sur la production à l'écrit et à l'oral. Donc pareil, on a eu à peu près 1500 réponses sur les étudiants
parmi les étudiants lyonnais et pareil, à peu près une centaine d'étudiants qui se déclaraient comme dyslexiques. À partir de là, on a fait la même démarche que pour Étudis, on a créé des groupes et on a comparé les réponses. Le projet Desirable mettait un focus sur l'anglais et il y a eu notamment ils se sont intéressés aux difficultés phonologiques et à la prosodie. Et là, c'est Nathalie Bedoin qui prenait en charge ces expérimentations. Et puis, on a pu compléter notre population sur la passation psycholinguistique. Et donc, on a obtenu un groupe de 34 étudiants dyslexiques et 34 étudiants contrôle pour participer à cette passation psycholinguistique. Et donc, le projet Flexidis, lui, se focalise, et il se déroule actuellement, il se focalise donc sur ces données en psycholinguistique, sur les productions écrites et orales des étudiants dyslexiques et des étudiants contrôle à parier. Donc, parmi les étudiants qui avaient répondu au questionnaire, on a sélectionné des individus qui ont passé le bilan du projet Étudis. Et parmi tous ces individus, ils ont tous fait la passation psycholinguistique. Donc, on avait 34 étudiants dyslexiques et 34 étudiants contrôle. Et parmi ces 34, on en a gardé 22. On a gardé 22 étudiants dyslexiques et 21 étudiants contrôle pour diverses raisons, mais surtout pour des raisons techniques. Quand le matériel ne marche plus pendant la passation, par exemple, c'est des données qu'on peut pas garder. Et puis, qu'est-ce que ces étudiants ont fait? On leur a fait passer, leur a fait visionner une vidéo sur les problèmes entre les gens, sur le conflit. Donc, on voit des adolescents, par exemple, en train de se battre, des adolescents en train de voler de l'argent, des petites scénettes comme ça. C'était une vidéo très courte et muette. Et puis après, on leur a demandé de produire un texte narratif écrit, un texte narratif oral, un texte expositif écrit et un texte expositif oral. Alors pour la narration, on leur demandait, voilà, vous avez vu la petite vidéo, est-ce que il vous est déjà arrivé de vivre une telle situation? Et ils nous racontaient une histoire personnelle à l'écrit et à l'oral. Et puis pour l'exposition, on leur demandait ce qu'ils connaissaient des problèmes entre les gens. Et là, ils nous faisaient un texte expositif. Donc c'est un peu comme les exposés à l'école. Donc ça nous a fait au total 172 textes écrits et oraux. Et comme vous pouvez le voir sur les petites photos, du coup, les données écrites ont été collectées à partir de tablettes graphiques. Donc, comme ça, on a les données, on peut rejouer les données avec un logiciel qui s'appelle IanPen en live, ce qui nous permet de voir, par exemple, les mouvements dans le texte, les révisions, toutes ces choses-là. Et puis, les données orales ont été filmées et enregistrées. Ce qui nous permet d'avoir également tous les phénomènes en temps réel de l'oral, en plus du langage verbal, on peut avoir par exemple les gestes. Donc tout ceci dans le but de faire des analyses sur des indicateurs psycholinguistiques, mais aussi le but c'est de mettre en corrélation ces résultats avec les résultats des questionnaires et les résultats des bilans pour voir si on peut justement voir des choses intéressantes. Donc ça, c'est en cours. Voilà, on commence à exploiter toutes ces données-là. Donc pour ce soir, ce que je vous propose, c'est une sélection de résultats. Donc, c'est des analyses les analyses présentées sont issues de travaux collaboratifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En ce qui concerne le bilan, c'est principalement Nathalie Bedoin et Raphaël Abadi. Et pour chaque résultat, ce que je vais faire, c'est que je vous présente un résultat du questionnaire, et puis ensuite, on met en lien avec soit le bilan, soit la passation psycholinguistique. Donc, on peut commencer avec une première question. Dans un des questionnaires, on demandait aux étudiants de nous dire quel profil ils avaient, en gros. Et là, on a eu les réponses suivantes. La moitié des étudiants se déclaraient comme présentant une dyslexie. 38% disaient être dyslexiques et dysorthographiques. Et seulement 12% présenter un profil multidys, donc c'est-à-dire une dyslexie, une dyscalculie par exemple. Donc on voit que ce type de profil est quand même sous-représenté à l'université. Une question que je pensais
importante à vous présenter, enfin le résultat à vous présenter ce soir, c'est celle concernant est-ce que les étudiants dyslexiques se déclarent à la mission handicap ou à la MDPH. Alors, du coup, ce qu'on a pu voir par rapport au questionnaire, c'est que peu se déclarent aux missions handicap de leur établissement. Et on voit que finalement, seulement 43% se déclarent à la mission handicap de leur établissement. Et puis encore moins à la MDPH. Donc c'est important à savoir en tant qu'enseignant, parce que du coup, il faut se dire que quand on est face à un amphi d'étudiants ou en TD, bah finalement, tous ne se déclarent pas, donc ils peuvent être un peu noyés dans la masse. Alors, une question du questionnaire était « Avez-vous des problèmes de compréhension avec les consignes écrites en examen ?» Et là, les analyses du questionnaire montrent que les étudiants dyslexiques déclarent avoir significativement plus de problèmes de compréhension avec les consignes écrites en examen que les étudiants contrôle. Donc on voit que 20% des étudiants dyslexiques ont souvent des difficultés avec les consignes écrites, contre seulement 3% des étudiants contrôle. Et 50% des étudiants dyslexiques ont cette difficulté de temps en temps. Donc, on peut rapprocher ce résultat du questionnaire de quelques résultats du bilan, et notamment de la lecture de mots isolés, donc lecture de mots réguliers, irréguliers, de pseudomots, et également les résultats du bilan concernant la lecture de textes. Donc, pendant ce bilan, les étudiants ont dû lire deux textes que vous connaissez sans doute. Le texte de l'Alouette, qui est un texte sans sens, et le texte du vol du PC qui est un texte qui contient du sens. Voilà. Donc, en lecture de mots isolés, les étudiants dyslexiques lisent beaucoup moins vite que les étudiants contrôle, que ce soit pour les mots réguliers, irréguliers ou les pseudomots, et ils font également, dans une moindre mesure, plus d'erreurs en lecture de mots isolés que les étudiants contrôle, et notamment plus d'erreurs, ça concerne notamment les mots réguliers et pseudomots. Cette configuration des résultats est plus marquée par la lenteur de décodage que par l'inexactitude. Donc on peut penser que les étudiants dyslexiques peuvent faire moins d'erreurs si on leur laisse plus de temps pour lire. Les tests de lecture de texte du bilan montrent que les étudiants dyslexiques sont aussi ralentis en lecture de texte, et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un texte sans sens, comme le texte de l'Alouette. Donc ici, le texte de l'Alouette, je vous le disais tout à l'heure, c'est un texte sans signification, et donc on voit que ils peuvent pas se servir du contexte pour lire les mots. Et donc, ils font plus d'erreurs et ils mettent plus de temps. Alors, ils mettent aussi plus de temps que les étudiants contrôle, et ils font aussi plus d'erreurs que les étudiants contrôle dans la lecture de texte du vol du PC, mais les différences sont quand même moins importantes. Ce que je vous propose maintenant, c'est un extrait du bilan de la lecture du texte de l'Alouette d'une étudiante dyslexique de 19 ans en deuxième année d'IUT. Vous avez en fait en dessous de l'espace de la vidéo le texte écrit en noir que la personne va lire, et entre parenthèses j'ai mis ce qu'elle dit, donc ce sont les erreurs. C'est parti. L'Alouette, sous la mousse ou sur les toits, dans les haies vivants ou les chênes fourchus, le printemps a mis ses nids, le printemps a mis au bois. Annie du renouveau, c'est le doux temps. Annie au bois joli, gamine le pinson. Dans les buis, guite une biche au bois chantant. Annie au doigt joli, une églantine laisse son sang. Au bout du temps des féeries viendra l'ennui. Et maintenant, je vais vous passer un extrait vidéo de cette même étudiante durant le bilan en lecture du vol du PC. Donc pareil, vous avez le texte en noir, d'accord, et les erreurs en rouge, et vous allez voir qu'elle va lire de manière beaucoup plus fluide, et néanmoins, vous allez voir que pour les mots qu'elle ne connaît pas, soit elle va les dire correctement, mais ça va lui demander beaucoup de temps, soit elle va pas y parvenir. Un cambriolage a été commis dans le bureau de la Micharature.
une société fabriquant des Pasplioro et des Gastribusers. Gary Vospoir, détective de l'agence Tescoin, arrive sur le lieu pour mener l'enquête et voit un homme en blouse blanche sortir d'un local technique. « Bonjour monsieur, puis-je vous demander ce que vous faites ici ? » ?»« Bonjour, je suis monsieur Denrobey, responsable informatique. » Vospoir, détective, je suis ici pour enquêter sur le cambriolage qui vient d'avoir lieu. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer, pour vous rendre concret la lecture de ces deux types de textes. À partir du vol du PC, lors du bilan, on fait des tests de compréhension. Et là, on voit que les étudiants dyslexiques ont des scores similaires aux étudiants contrôle. Donc, ils n'ont pas de déficit fondamental en compréhension, que ce soit dans la recherche d'informations dans le texte, dans le résumé du texte. Leurs scores ne sont guère différents de ceux des étudiants non dyslexiques. Donc, concernant les consignes en examen, on peut se dire que finalement, les difficultés, elles sont peut-être liées au vocabulaire utilisé dans les questions aussi. Parce que finalement, si vous mettez en tant qu'enseignant des mots nouveaux, des mots jamais vus en cours dans les consignes d'examen, et que l'étudiant dyslexique, c'est la première fois qu'il voit ce mot, ça peut bien sûr lui poser problème. Et c'est pas tant un problème de compréhension générale, mais plutôt un problème de décodage du mot qui va poser problème. Et puis aussi peut-être veiller à la construction syntaxique de ces consignes. On va repasser à une question du questionnaire. Une question était réussissez-vous à prendre le cours entier en prise de notes ? Et là, les analyses montrent que 25% des étudiants dyslexiques disent ne jamais réussir à prendre un cours entier en prise de notes et 26% de temps en temps. Par exemple, les étudiants contrôle, il y en a seulement moins de 8% qui disent ne jamais le faire. Et la différence est significative. Une autre question liée à cette difficulté était celle de l'orthographe. À la question « Avez-vous des problèmes avec l'orthographe ?», 74% des étudiants dyslexiques disent avoir souvent des problèmes avec l'orthographe et 19% de temps en temps. Donc, on voit que ça reste toujours un problème, même s'ils arrivent à l'université. Ils laissent pas la dyslexie aux portes du lycée. Donc, ces ressentis peuvent être rapprochés de certains résultats du bilan en dictée de texte et de mots isolés. Et ce qu'on voit par rapport à la dictée de texte, c'est que les étudiants dyslexiques sont moins rapides et moins exacts que les étudiants contrôle. Et en dictée de mots isolés, les étudiants dyslexiques sont également moins rapides, et ce, que ce soit pour les mots réguliers, irréguliers ou pseudomots. Et ils sont également moins exacts que les contrôles, mais ça pose notamment problème pour les mots plutôt irréguliers. Ce qui laisse à penser que finalement, les étudiants dyslexiques qui ont participé à notre étude auraient une maîtrise relativement bonne des règles phonème-graphème, puisqu'ils proposent des écritures phonologiquement plausibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure rapidement ? Je vous ai pas présenté tous les résultats évidemment, mais en tout cas, les travaux montrent que une lecture ralentie pourrait permettre aux étudiants dyslexiques de faire moins d'erreurs, ce qui n'est pas le cas en revanche pour l'écriture. Une écriture ralentie ne va pas compenser le taux d'erreur. On note que pour les étudiants dyslexiques, il y aurait une insuffisante maîtrise des règles graphème-phonème en lecture, mais une maîtrise relativement bonne des règles phonème-graphème en écriture, avec par exemple des orthographes phonologiquement plausibles pour les mots réguliers et pseudomots. Mais j'ai oublié de dire que pour les mots nouveaux, ça reste un problème. Une autre question, pour en revenir au questionnaire, il y avait une question, lorsque vous rédigez en examen, avez-vous des difficultés à trouver vos mots ? Et là, on note que 41% des étudiants dyslexiques disent avoir souvent ce problème et 44% de temps en temps. Et une autre question liée à celle-ci, c'était lorsque vous rédigez en examen, avez-vous des difficultés à organiser votre texte ? Et là, on voit qu'un étudiant dyslexique sur deux répond que oui, souvent, ils ont des difficultés à organiser leur texte à l'écrit.
et 35% de temps en temps. Donc, ces résultats peuvent être approchés là des tâches psycholinguistiques, de la production textuelle à l'écrit notamment. Donc, je vous rappelle que les étudiants donc ont produit à l'écrit, à l'oral deux types de textes. Et du coup, les premières analyses qu'on a réalisées étaient sur les erreurs d'orthographe. Donc, je vous mets un extrait ici d'une production écrite. La relation entre les individus est complexe. Chaque personne a, avec un accent, son propre caractère qui diffère et qui s'entend plus ou moins avec ses semblables ou ses dissemblables. Les groupes sociaux se forment donc suivant les intérêts communs. Donc, les analyses montrent que les étudiants dyslexiques font significativement plus d'erreurs d'orthographe dans leur texte écrit. Ils en font en moyenne 23. Contre 4,5 erreurs par texte pour les étudiants contrôle. Et que ce soit pour les erreurs dites sémiographiques, donc c'est par exemple les erreurs du type singulièrement écrit ANT, en effet écrit avec un seul mot, un accent et un seul F, longtemps sans S, j'ai AIT, ainsi de suite. Donc, que ce soit pour les erreurs sémiographiques ou pour les erreurs phonographiques du type écrire mercredi pour mercredi, carte pour 4, ainsi de suite. Et les erreurs phonographiques sont quasi inexistantes chez les étudiants contrôle. Donc, je voulais finir cette présentation en vous présentant des erreurs prototypiques des étudiants dyslexiques, parce qu'une fois qu'on fait des analyses quantitatives, on peut également faire des analyses qualitatives. Et on est allé voir dans les données s'il y avait des erreurs spécifiques des étudiants dyslexiques. Parce que finalement, si vous regardez, que ce soit les étudiants dyslexiques ou contrôle, ils font tous plus d'erreurs sémiographiques que d'erreurs phonographiques. Donc après, on est allé voir qualitativement ce que ça donnait et voir s'il y avait des erreurs faites par les étudiants dyslexiques qui ne sont jamais retrouvées dans les productions écrites des étudiants contrôle. Eh ben, c'est le cas. Par exemple, les étudiants dyslexiques vont faire vont faire des erreurs de segmentation, comme l'exemple qui est en dessous, bien sûr, écrit en un mot au lieu de deux. Et ça, ce type d'erreur de segmentation, on n'en a pas trouvé dans les écrits des étudiants contrôle. Il y a les erreurs concernant l'accord en nombre du verbe avec le sujet et un certain type d'erreur très spécifique, c'est l'utilisation de la forme plurielle pour le singulier. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, et que cette discordance ne peuvent être tolérées. Et puis, une autre erreur, c'est l'utilisation du pluriel du syntagme nominal pour une forme verbale, comme dans l'exemple ci-dessous. Les principaux sources, c'est ça, de conflits entre les personnes proviennent ES. Donc ça, typiquement, ce sont des erreurs qu'on ne relève pas dans les productions des étudiants contrôle. On va relever d'autres choses, hein, bien entendu, mais pas celle-ci. Voilà encore une autre, par exemple, dans cette partie de la vidéo, toutes les personnes qui trichent ES. D'autres types d'erreurs, c'est l'oubli du S du pluriel. Alors, ça peut paraître anodin, hein, on en trouve évidemment, on peut tous en faire, mais là, dans les écrits qu'on a eus, sur tous les textes, on a trouvé seulement 2 oublis du S dans les productions écrites des étudiants contrôle. Donc, ils devaient faire très attention, parce que ça arrive très souvent dans les copies, notamment, des étudiants. Mais là, on en a seulement retrouvé 2. En revanche, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les copies dans les écrits des étudiants dyslexiques, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous. Et nous avions fait le choix, après plusieurs constatations, avec le professeur, de travailler sur les moteurs de mobilette, ainsi de suite. Autre chose qu'on a trouvé dans les copies des étudiants dyslexiques, c'est le pluriel des mots en AU et EAU, qui, pour ces mots-là, ils utilisaient le S au lieu du X. Et vous voyez que des fois, ils vont mettre un S, et puis le mot d'à côté, ils vont mettre le X. Voilà. Et puis, on a eu... Toutes mes excuses, je pensais qu'il était en silencieux. Des erreurs concernant la morphologie verbale, notamment des choses qu'on ne voit pas dans les copies. On va voir d'autres erreurs concernant la morphologie verbale chez les étudiants contrôle, mais pas celle-ci. J'apprends sans S,
j'ai préféré EZ, nous sommes sans S, il va VAS, ainsi de suite. Donc ça, vraiment, ce sont des erreurs qu'on n'a pas trouvées dans les écrits. On en a trouvé d'autres, hein, des erreurs, mais pas celle-ci dans les écrits des étudiants contrôle. Et aussi, on note un gros problème avec les homophones. Donc, je vous ai mis un exemple là, utilisé comme dans l'exemple, le premier exemple de la slide là, le numéro 64. Si c'est moteur, écrit C''EST. Et puis, un dernier mot sur les erreurs phonographiques qui impactent sur la phonétique du mot cible. On en a trouvé quand même pas mal dans les copies des étudiants dyslexiques et au niveau quantitatif, ça ressort. Donc voilà le type d'erreurs qu'ils peuvent faire. Donc les situations de conflit peuvent être associées à des violences physiques, bagarres dans le couloir. Cette situation va engendrer différentes réactions, ignorance, passage sans la remarquer, interruption. Encore un exemple, chaque personne a son propre caractère qui diffère et qui s'entend plus ou moins avec ses semblables ou ses dissemblables. Voilà, donc ils font des erreurs orthographiques qui vont modifier la forme sonore du mot cible, engendrer au lieu d'engendrer. Et voilà, juste un mot sur l'inconsistance, parce que du coup, ce qui est aussi une caractéristique des étudiants dyslexiques, c'est que par exemple, si vous prenez l'exemple 34 ici, vous voyez que les situations de conflit, le pluriel est bien géré, mais juste après des violences physiques, le pluriel n'est plus du tout géré. Donc c'est aussi ce qui est très surprenant et caractéristique des copies des étudiants dyslexiques. Et donc pour compléter ces résultats et pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau comportemental lorsqu'on leur demande de produire à l'écrit, bien entendu, il va y avoir beaucoup d'autres études. On a commencé des analyses sur l'empaquetage syntaxique. Donc, on voit, par exemple, qu'ils utilisent les mêmes types de structures que les étudiants contrôlent. Mais ce qui se passe avec les étudiants dyslexiques, c'est que quand ils rentrent dans des constructions syntaxiques à plusieurs niveaux, avec des enchâssements, avec beaucoup de relatives, au bout d'un moment, ils s'y perdent. On va donc travailler également sur la révision des textes. Donc, il y a des études sur l'enfant qui ont montré que les enfants dyslexiques révisaient autant leurs textes que les enfants contrôle, mais les différences résidaient finalement sur le type de révision. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez l'adulte dyslexique. Enfin voilà, sur la structure référentielle. Tout ça pour vous dire que l'idée, c'est de prendre l'activité textuelle dans sa globalité pour pouvoir apporter plus des réponses aux questions actuelles. Et puis, je vous ai parlé de quelques difficultés mentionnées par les étudiants dyslexiques, mais voilà, les analyses ont montré que il y en avait bien d'autres, malheureusement. Il y a notamment la gêne en cours à cause de bruit environnant, qui va impliquer des problèmes de compréhension pendant le cours. Et notamment, Nathalie Bedouin avec Raphaël Abadi ont fait passer des tests sur l'attention et elles ont montré que si les étudiants dyslexiques qui ont participé à l'étude n'avaient pas de troubles attentionnels, en tout cas, ils avaient un fonctionnement attentionnel atypique. Donc, c'est pas pathologique, mais c'est atypique. Autre chose, ils ont aussi mentionné la difficulté à cumuler plusieurs tâches, notamment quand certaines de ces tâches étaient non automatisées comme la lecture ou l'écriture. Donc par exemple, un étudiant en cours, suivre des slides, écouter le professeur et prendre des notes. Sur ces trois tâches, vous avez déjà la lecture et l'écriture qui est pas forcément totalement automatisée. Donc on peut comprendre à quel point ça peut être compliqué. Des difficultés en production écrite, la gestion de la syntaxe. Quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé ce soir, c'est les difficultés à parler et écrire en anglais. Donc là, il y aura Nathalie Bedouin pour répondre à vos questions sur cet aspect-là. La fatigabilité en examen. Donc la fatigabilité en examen, c'est quelque chose d'important parce que finalement, on leur propose le tiers de temps, parce qu'ils ont besoin de temps pour lire et écrire, ça on l'a vu, mais finalement ils se fatiguent aussi plus vite. Donc vous voyez que c'est la solution qu'on donne actuellement, mais est-ce que finalement c'est une solution idéale? Voilà.
L'important est aussi de voir ce qui fonctionne, ce que mettent en place les étudiants dyslexiques pour réussir. Donc, il faut pas oublier aussi cet objectif-là. Et puis, on s'engage dans des démarches de formation, notamment, je vous ai parlé du MOOC. Par exemple, à la fin du MOOC, on a essayé de mettre en place avec l'équipe du MOOC une boîte à outils où là, on propose aux enseignants, par exemple, des conseils sur comment faciliter la prise de notes, comment mettre en place un diaporama qui soit le plus digeste possible, comment bien réviser ses cours ou pendant les examens, que mettre en pratique pour réduire les difficultés. Voilà, et puis on est en train de penser à plusieurs sensibilisation, notamment une journée de sensibilisation au handicap en lien avec les missions handicap de l'Université de Lyon. Aussi, on pensait à peut-être organiser une soirée trouble 10 pour sensibiliser aussi les étudiants, parce que les étudiants non dyslexiques ne se rendent pas forcément compte de ce qu'est la dyslexie, et on peut entendre en cours des choses comme c'est injuste, il a un tiers de temps, ça va. Oui, mais non, en fait, ça va pas. S'il a un tiers de temps, c'est qu'il y a une raison. Donc peut-être il faut aussi sensibiliser les autres étudiants. On pensait aussi à des ateliers d'aide, parce que finalement, on leur donne un tiers de temps, mais est-ce qu'on leur apprend à utiliser ce temps en plus et à l'utiliser à bon escient? Voilà, et puis peut-être une édition 2 du MOOC avec l'étude, avec l'équipe du MOOC. Voilà, je vous remercie pour votre attention.